Bonjour Tanguy. Ce matin, on va donc évoquer la question des élections de 2026 et notamment le climat dans lequel on devrait en tout cas s'attendre à ce que cela se tienne. Franck souhaite que ce soit en tout cas dans un climat très pacifique et le premier rôle revient aux acteurs, notamment aux acteurs politiques. Absolument, parce que ça part toujours de là. Quand les crises naissent entre acteurs politiques, cela peut enrhumer le processus de paix dans un pays. Au-delà de ça, c'est un souhait que tout le monde porte. Quand on a en ligne de mire des élections dans un pays, que ce soit citoyen, que ce soit acteur politique ou personne ordinaire, on souhaite justement que cette étape soit vécue comme un moment de paix, un moment de joie, un moment d'allégresse, voyez-vous. Donc, j'en connais pas de citoyen, en tout cas, qui me dira qu'il rentre chez lui chaque soir et il prie pour que nous traversons ce moment dans des périodes de violence. Donc, c'est un souhait que nous formulons. Mais après, je pense qu'on nous l'a suffisamment enseigné. La paix n'est pas un vain mot. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le confesser pour que vive la paix. Il faut le penser, il faut le vouloir, il faut l'inscrire même dans un objectif global et général. Et il faut adopter des comportements de paix. Il faut faire en sorte que chaque jour où nous nous rapprochons véritablement de ces élections générales, que tous les acteurs impliqués puissent confesser, puissent estimer que c'est un bien précieux. Vous savez, on vous dira que c'est quand on paie justement cet esprit de sérénité dans une nation qu'on se rend compte que la paix elle est véritablement importante. En matière électorale, ça devient encore compliqué parce que nous avons affaire à des jeux d'intérêt. Nous avons affaire à des rapports de force, voyez-vous. Et on vous dira que chacun essaye de tirer le drap de son côté. Et quand on tire trop le drap de son côté, ça se déchire. Et quand ça se déchire, nous pouvons constater ce que nous avons vécu peut-être en 2019 ou pire dans d'autres pays, n'est-ce pas, et que nous ne souhaitons pas véritablement. Donc je pense que il faut véritablement garder à l'esprit que nous voulons un processus de paix. Et pour que ce processus soit caractérisé de paix, il faut qu'il soit transparent, il faut que les acteurs soient logés aux mêmes enseignes, il faut que la compétition elle soit saine, elle soit de nature à permettre aux différents acteurs de débattre des sujets, de les voir échanger avec leur communauté, sans que on utilise la force publique contre un autre camp, sans que on ne ruse véritablement avec la paix. C'est un ensemble de choses que nous devons déplorer, décourager, pour que ce virage que nous voyons soit, comment on dit, un moment de paix, un moment de joie, un moment d'allégresse. Alors, je pense que les acteurs le savent. Ils le savent mieux que nous, ils le savent bien plus que les citoyens, et que c'est peut-être à la recherche je dirais, quand on poursuit un intérêt égoïste, un intérêt personnel, un intérêt qui ne soit pas à la hauteur de la nation, n'est-ce pas, qu'on peut compromettre véritablement ce vivre ensemble, qu'on peut compromettre cette paix. Et ça, dès lors, il faut justement le dire suffisamment pour exorciser ce genre de sentiment dans l'esprit des gens. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation. On ne peut pas s'amuser, n'est-ce pas, à compromettre l'avenir de toute une nation, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui n'ont absolument rien à voir dans un processus électoral parce qu'ils se disent que je veux pas de problème, je n'ai pas envie que mon pays s'enflamme. Par conséquent, on s'abstient même de débattre de sujets, on s'abstient même de porter des commentaires parce que on veut pas d'ennui. Ce sentiment ne doit pas exister, voyez-vous. Donc moi je pense que c'est fondamental de chanter l'hymne de la paix autant de fois qu'on le peut, qu'on le souhaite, ou la force nous donne la possibilité de le faire pour que les différents acteurs savent que nous tenons véritablement à ça. Parce qu'après, les élections finiront un jour, tôt ou tard. Qu'elles Absolument. soient générales ou internationales ou je ne sais quel mot donner, les élections vont finir et on va se retrouver. Oui, mais est-ce qu'il y a matière vraiment à s'inquiéter, Franck? Ouais, les institutions, ça marche. Les acteurs politiques qui sont sur le terrain, même s'ils ne nous disent rien de ce qu'ils veulent faire en 2026, on a quand même que ça bouge sur le terrain, on a que ça va et ça vient, et que la liberté, elle est là.
le climat il n'est pas aussi pourri pour prévenir ou annoncer une difficulté en 2026. Est-ce qu'on a besoin de rappeler encore qu'il faut faire les élections de la paix? Absolument. On a besoin de rappeler parce qu'il faut juste un acte pour que ça carbure. Allez poser la question aux Ivoiriens, allez poser la question peut-être aux Rwandais qui continuent de penser, disons, les blessures de ces guerres qu'ils ont connues, surtout en Côte d'Ivoire où depuis des années on continue d'en parler. Il y a une dame qui, au lendemain des élections, elle est mère d'un petit garçon. Elle m'a dit, lors des élections de 2019, on nous a réunis quelque part à Papa, on nous a distribué de l'argent pour que nous allions brûler des pneus dans la ville. Et après, je sais comment je me suis débrouillé pour rentrer chez moi et je ne le referai plus jamais. Vous voyez, lorsque par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous n'avez pas aimé la façon dont la chose s'est produite, eh bien, il y a beaucoup de voies par lesquelles vous pouvez revendiquer, vous pouvez vous faire entendre. Lorsque vous optez pour ces genres de méthodes, eh bien, ça finit très mal. Vous voyez le séquel que ça a créé, des gens qui ont séjourné en prison. Parfois même, il y a des innocents qui se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, lorsque, par exemple, les forces de l'ordre débarquent parce qu'elles ont eu des informations que tel ou tel qui est impliqué dans des violences se trouve à tel endroit. C'est pour dire que il faut en parler et tous les jours. Et je pense que les premiers acteurs même à en parler tout le temps dans leur discours, ce sont les acteurs politiques. À côté d'eux, nous les médias qui devons faire des contenus pour rappeler qu'il n'y a rien de plus essentiel que la paix dans une période électorale. Et cela, c'est avant, pendant et après. Parce que vous voyez, nous sommes déjà en 2025. Quand vous écoutez les discours, il y en a qui sont forgés à faire peur peut-être aux populations. Il y en a qui sont forgés pour intimider. Il y en a qui sont forgés pour montrer que ce que nous faisons, qu'il n'y a rien de bien dedans. Qu'est-ce que nous gagnons, par exemple, à organiser des élections où l'autre dit c'est pas bon, l'autre dit c'est bon, et on n'a pas le juste milieu pour s'accorder. On sait qu'il y a des problèmes que nous traînons depuis des années et on ne peut les régler qu'en discutant, on ne peut les régler qu'en se parlant. Mais si on laisse tout ça de côté, là, c'est la responsabilité des acteurs politiques. Si nous avons les moyens pour organiser les élections, peut-être que ce n'est pas le cas. Il y a quelques années où, à l'approche des élections, à quelques mois encore, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse pour organiser. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réglé ces problèmes, mais le tout se situe au niveau du discours que tiennent ces politiques-là en face des populations. Et quand vous les écoutez, vous pensez vraiment qu'ils tiennent un discours qui va nous rendre la vie difficile en 2026? Oui et non, parce que quand vous les voyez en face des populations, dans certaines circonstances, vous écoutez des discours, il y en a même qui les enregistrent, des discours que les gens tiennent et que vous demandez, mais est-ce que c'est des Béninois, est-ce que c'est des gens véritablement qui veulent soit conserver le pouvoir, soit arracher le pouvoir? Vous vous posez mille et une questions. Ça ne se passe pas quand vous leur tendez forcément les micros, encore que publiquement, il y en a qui le tiennent et on se demande si c'est vraiment des acteurs qui veulent de l'avenir de ce pays-là. Donc, il faut en parler maintenant. Il ne faut pas attendre que les jeunes se produisent ou bien les premiers fruits commencent par sortir de la reine, de l'intolérance pour en parler. Ça va être un peu tard. Si on a l'occasion, que ce soit les religieux, les journalistes, que ce soit les acteurs politiques eux-mêmes ou toute autre composante de la nation, quand on a une petite occasion, il faut en parler pour dire faisons tout, mais souvenons-nous que nous devons préserver la paix. Parce que si vous conservez le pouvoir et qu'il y a violence, vous n'allez pas exercer ce pouvoir-là en toute tranquillité. Si vous avez le pouvoir et qu'il y a violence, il y a instabilité, vous ne pourrez rien faire du tout. Et peut-être que vous avez les bonnes idées du monde, mais dans un environnement pourri, je pense que ça ne donnera rien du tout. Mais donc, les acteurs politiques ont un grand rôle à jouer, mais que des médias. Les médias, ils sont là, non? Oui, avant d'en arriver sur le rôle des médias, la question faite à Franck, moi je pense qu'il y a déjà quelques indices. Vous savez, une rivière qui est calme et trop calme n'est pas synonyme de ce que elle n'est pas du tout dangereuse. Ça peut cacher de grosses vagues.
Vous voyez ce silence dans lequel nous sommes, ce calme apparent dans lequel nous sommes. Ça vous Parce que inquiète? même en matière de discours, on n'en trouve pas, justement. Oui, on ne sait pas ce que cela cache, on ne sait pas ce que cela peut traduire, on ne sait pas dans des rencontres peut-être secrètes, on ne sait vraiment pas où le jeu se déroule, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, vous et moi, nous étions ici un matin quand on nous a annoncé par la bouche du procureur que des individus se sont associés pour tenter un faux coup, justement. Et personne ne pouvait imaginer que dans un Bénin si calme, dans un Bénin si apaisé, en l'absence de tout discours, n'est-ce pas, que on se serait peut-être, comment on dit, entrepris à un tel projet. Donc, c'est ça le truc. Ou, vous savez, aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que nous allons véritablement vers des élections générales? Est-ce qu'on devrait se poser cette question? Ça veut dire que dans la conscience commune, on se dit que cela ne ressemble pas du tout à une messe électorale. Cela n'est pas de notre habitude. Qu'est-ce qui manque? Oui. Le brouhaha qu'on faisait autour de la... Ah, mais ça participe de quelque chose. Là, oui. Ça participe de ce que les citoyens se lâchent, se relâchent et les acteurs se vident, n'est-ce pas? Le débat est crié houleux, mais nous savons que tout ceci est dans une proportion d'amitié ou de compétition électorale, voyez-vous. Donc, on ne ressent pas ça. Cela peut amener des gens à se dire qu'on est en train de traficoter quelque chose. Et rien qu'à se poser cette question peut amener des gens dans une autre posture que nous ne souhaitons pas, justement. Donc, c'est à cela qu'il faut travailler. C'est ce qu'il faut déconstruire dans l'esprit des gens. Est-ce que parce que, bon, nous ne vivons plus cette époque que vous avez évoquée, que ça veut dire que les dés sont pipés, que ça veut dire qu'on est en train de nous préparer un faux coup? Donc, à la fois où on se pose ces nombres de questions qu'on n'a pas de réponse, cela est de nature, n'est-ce pas, à ne pas créer un climat Franck, de paix. est-ce que Eric n'est pas en train de nous faire peur? Les choses sont calmes. Je l'ai dit tout à l'heure, oui, tout est calme. Et lui-même l'a constaté, tout est vraiment calme. Et quand c'est calme, c'est bon, ça nous permet de nous concentrer. Oui, on peut souhaiter et même prier que ce calme qu'il qualifie d'apparent puisse continuer comme ça jusqu'au lendemain des élections de 2026. Mais il a raison d'une part parce que c'est pas parce que je ne pleure pas que je n'ai pas mal. Ce n'est pas parce que, par exemple, je ne dis rien que je n'ai pas faim ou que je ne ressens aucun sentiment de dégoût et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Béninois trouvent toujours la manière de gérer leurs problèmes. C'est vrai que dernièrement, ces dernières années, 2019 et autres, nous avons constaté que il y a eu un peu de tension en dehors de ce que nous avons connu en 91, je crois, lors de l'élection 96, voilà, où il y a eu véritablement des échauffourées à travers le pays. Les événements de 2019 nous ont montré que si nous ne gérons pas bien le processus électoral, ça peut donner ce que nous avons observé là. On doit pouvoir faire le débat. On ne doit pas embrigader la parole. On doit pouvoir faire le débat, que les acteurs politiques viennent se vider, se rencontrer, se dire sur le terrain, nous allons pas des idées nous combattre et non pas des discours porteurs de haine, des discours d'intolérance, parce qu'il suffit d'une seule phrase d'un acteur, par exemple, politique influent pour qu'on ne maîtrise plus rien. Et ce n'est pas du tout notre souhait. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ou ceux qui ont l'ambition de nous diriger, ce n'est pas du tout notre souhait. Encore moins, nous les citoyens qui ne demandons que ce calme apparent-là pour vivre mieux, parce que ça nous permet d'aller et de venir. Et nous devons demander aux institutions de jouer également leur rôle. Vous avez parlé des médias. Les médias également, il y en a qui contribuent, qui ont un malin plaisir à relayer des propos qui ne sont pas du tout digestes, des propos qui incitent parfois à la révolte. Moi, je pense que la RAC est en train de faire un travail dans ce sens-là. Et donc, nous, les médias, nous devons nous considérer comme au cœur du processus, parce que les informations qui circulent, que ce soit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans les médias conventionnels, ce sont des informations qui ont beaucoup d'impact sur la psychologie des populations. Si on ne le fait pas, on sera peut-être comptable de ce qui va arriver en même temps que les acteurs politiques.
du nord au sud et dans tous les recoins du Bénin, je ne sais pas s'il y a un seul individu qui souhaite que lors des élections ou même au cours de cette année préélectorale, qu'il y ait des achoppements, qu'il y ait des conflits, déjà enfin une sorte de violence. Je ne crois pas qu'il y ait ce citoyen-là. Et donc quand on se met dans cette posture, je pense que nous devons tous travailler à ce que, au niveau de nos villages, au niveau des hameaux, que nous puissions recadrer ceux qui ne tiennent pas des discours pacifiques, des discours rassembleurs. Nous devons, à la limite, en griffe, les combattre pour leur dire attention, ça n'est pas bien pour notre démocratie. Oui. Donc, vous savez, dans un processus électoral, les médias ont toujours un grand rôle à jouer parce que il faut, à travers les informations qui sont diffusées et publiées, s'assurer que tout ceci participe à l'unité nationale, participe à renforcer le processus de paix, tout en mettant tous les acteurs dans une équation d'équilibre. Parce que, et là, c'est là l'exercice le plus complexe. Il ne faut pas que la recherche d'une paix ou d'un processus électoral apaisé nous amène justement à défavoriser X au profit de Y ou Y au profit de X parce que justement la paix serait compromise. Il faut que le sens de la vérité puisse guider notre esprit, mais surtout l'équilibre dans l'information, l'équilibre dans les acteurs que nous allons mettre justement dans le jeu pour permettre à l'opinion de se faire une idée de ce que X propose, de ce que Y propose. C'est dans ce sens que nous aurons justement à faire en sorte qu'au niveau de l'opinion, chacun puisse véritablement trouver son compte. Qu'on ne nous reproche pas, nous, acteurs des médias, n'est-ce pas, que nous avons pris acte, fait et cause, n'est-ce pas, pour X au détriment de Y. Parce que quand on commence par avoir ce genre de sentiments, ce genre de ressenti au niveau de l'opinion publique, cela peut générer des frustrations. La frustration, c'est l'ennemi de la paix. Et donc, il nous faut suffisamment, pour ce qui nous concerne, faire en sorte que dans ceux qui consomment les produits de la presse puissent véritablement savoir qu'il y a un jeu d'équilibre qui est véritablement joué. Et c'est le même rôle que je voudrais aussi demander aux acteurs impliqués dans l'organisation des élections. Faisons en sorte que chaque acteur puisse se sentir à l'aise dans ce processus électoral. N'amenons pas un citoyen à dire, voilà, on a tout fait pour mettre en place un mécanisme, n'est-ce pas, pour favoriser quelqu'un. C'est ce genre de sentiment qui crée des gènes de frustration qui pourraient amener, n'est-ce pas, des acteurs à adopter des comportements contraires à la paix. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons ce matin. Et comment est-ce que vous appréciez justement le rôle actuel des médias quand vous les observez, quand vous les lisez les matins? Nous avons de la communication politique, nous avons de l'information, nous avons du sensationnel, nous avons un peu de tout. Et c'est justement ce qui fait que les fêtières sont très sollicités justement à l'effet de continuer par sensibiliser, mais aussi de sanctionner justement. Et quand ça arrive à ce niveau, vous savez, on crie la chasse aux sorcières, on crie la liberté d'expression. Or, nous savons, acteurs des médias, que dans l'exercice de notre métier, nous avons un rôle à jouer, nous avons une déontologie à respecter, un processus véritablement à respecter. Mais après, je voudrais dire que nous, acteurs des médias, nous devons nous poser justement des questions. Nous sommes journalistes pour des chapelles politiques ou journalistes pour le bien de notre peuple, pour le bien de nos concitoyens. Parce que dès lors que nous nous retrouvons dans l'intérêt des acteurs politiques, ils feront de nous ce qu'ils veulent. Et cela, justement, va donner lieu à ce que nous pouvons lire à la une des quotidiens, du sensationnel, de la communication politique, des insultes parfois, même de la diffamation. Ou parce que, justement, on est en train de servir l'intérêt d'un groupe politique. Alors, c'est vrai que dans toutes les démocraties, on en trouve. Ce n'est pas une exception béninoise. C'est pas, enfin, au Bénin que nous avons créé cette façon de traiter parfois des sujets ou de traiter des acteurs politiques qu'on met en confrontation avec d'autres acteurs politiques. Mais essayons de voir pour ne pas toucher le fond et de rester dans le juste milieu de l'exercice de notre métier pour ne pas, justement, amener des citoyens à beaucoup s'interroger sur notre crédibilité. Après, je pense aussi que nous avons en face de nous des lecteurs qui, aujourd'hui, sont animés d'un sens aigu de responsabilité et qui arrivent à savoir identifier le bon du mauvais. Et quand ça tombe sur la place publique, le verdict est là. Je vous enseigne rien.
quand vous placardez à la une de votre journal un titre qui, à la limite, amène à insulter quelqu'un, vous demandez donc à vos lecteurs de vous censurer. Vous demandez à vos lecteurs de ne pas vous lire, justement. Donc, je pense qu'il y a aussi ce risque qui est là, à moins que nous ayons des collègues qui aient véritablement choisi de ne pas sévir. Est-ce que certains parmi eux ont besoin même d'être lus? On veut qu'ils aient leurs sous et qu'ils publient, ça leur va, Franck. Oui. Ils n'ont pas besoin qu'on les suive, ils n'ont pas besoin qu'on les Le lise. problème, c'est que le client reçoive la commande sur sa table, qu'ils se disent, ben, pour ce pourquoi j'ai payé, bien le travail est fait. Donc, on justifie le gombo. Et une affaire de régler. Oui, le reste, on s'en préoccupe très peu. Vous savez, hier, je suivais Grand Format, l'émission de Idrissou Boukari, où les confrères qui s'efforcent à faire du fact-checking, c'est bien ça, ils ont déconstruit beaucoup d'informations qui ont circulé au cours de la semaine. Par exemple, on a parlé de Maître Gims qui aurait fait un son pour féliciter Patrice Talon, mais il n'en était rien du tout. Au cours de la semaine, mais quand moi j'ai écouté le son, et je me suis dit, ben, ça c'est Maître Gims qui est en train de chanter, alors que c'est fabriqué. C'est un bon coup communicationnel. C'est conçu, c'est fabriqué par des gens qui ont intérêt, qui ont balancé ça dans le public. Vous voyez, donc quand je vois ça, moi ça m'inquiète. Et c'est sûr que des médias ont cru à ça, des médias ont relayé. Il y a beaucoup d'informations qui circulent qui ne font pas du tout du bien à la population que nous, médias, nous relayons. Ça fait la deuxième chose, c'est que même en communiquant, on peut savoir communiquer dans le professionnalisme. Mais nous, parfois, on voit du débordement, on voit de l'excès dans la communication. Lorsque quelqu'un vous paye pour communiquer, vous lui donnez les limites à ne pas franchir. Mais parfois, on communique, et non seulement on communique pour la personne, mais on crée d'autres problèmes en même temps. Ça n'est plus la communication. Maintenant, nos contenus, est-ce que nous faisons l'effort d'équilibrer, nous faisons l'effort de livrer des informations qui vont permettre aux populations de se développer intellectuellement, de pouvoir faire la part des choses. Parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsque vous êtes dans une année préélectorale, par exemple, et vous publiez des informations, ça doit permettre aux populations de savoir ce que vous dites réellement. Ou carrément, si cela prête à confusion, autant laisser. Si vous n'avez pas les moyens de produire des contenus qui apportent un plus aux populations, qui les éclairent, qui éclairent leur lanterne, autant laisser. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas au cours d'une année électorale ou préélectorale. Le rôle, par exemple, des chefferies, le rôle de la culture dans la préservation de la paix. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons, beaucoup de champs qu'on peut explorer, mais on laisse et on verse dans, disons, parfois vous lisez des informations, c'est qu'on est en train d'apostropher telle ou telle personne. Est-ce que c'est le rôle des médias? Non. Parfois, je ne dis pas que nous ne faisons pas bien notre travail, mais il y a des dérives qui se glissent dedans. Et c'est cela que nous allons travailler à éviter pour permettre quand même de construire une nation où nous n'aurons pas des élections qui seront perturbées, ou bien nous n'aurons pas des élections mal organisées du fait du rôle joué par les médias. Ça aurait été vraiment dommage. Et vous pensez que le contexte qu'on a là actuellement, à la fois institutionnel, à la fois politique, à la fois, mettons, du point de vue de la loi et des tests, est-ce qu'on a vraiment un contexte qui est bien préparé pour avoir des élections en paix? Oui, parce que ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections au Bénin. Et je pense que le Bénin a été toujours cité en exemple pour toutes les fois où nous avons toujours organisé des élections, où nous avons moins de soucis, justement. Donc, je pense que c'est une tradition au Bénin. Quand je prends l'exemple de 2019, moi, je me sens en parenthèse. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Mais après, quand nous enlevons cet exemple, nous avions connu bien d'autres élections où les choses se sont bien passées. Donc, oui, l'environnement
elle est de nature justement à permettre aux acteurs à se sentir à l'aise. C'est vrai que nous avons encore des questions d'achoppement au niveau du code électoral. Les opposants n'ont jamais cessé de dénoncer ce code qui, à leur compréhension des choses, a verrouillé tout le processus et selon eux ne leur permettrait pas, n'est-ce pas, de compétir au même titre que les autres. Ça, c'est un débat politique parce qu'il faut aller voir à l'intérieur du code justement pour peser le pour et le contre et de savoir à quel moment le code fragilise un camp et renforce un autre camp, ou peut-être que le code met tout le monde au même pied d'égalité et puis lance la compétition. Et donc, nous avons ces questions qui sont là. Nous avons la question des exilés politiques dont parle souvent le parti d'opposition, les démocrates, ceux qui sont en prison. Pour eux, justement, pour aller vers les élections générales, c'est des questions qu'il faut régler. C'est des préalables, justement, pour pouvoir pacifier le pays. Ils vont juste à solliciter une conférence nationale bis, de sorte à discuter encore à nouveau peut-être de nouvelles grandes orientations du pays. Donc, si on enlève ces demandes du côté de l'opposition, peut-être qu'à leur compréhension, on va se retrouver dans un environnement plus sécurisé pour aller vers les élections. Maintenant, si ces questions ne sont pas du tout abordées, parce que du côté de la mouvance, on estime qu'il n'y a pas péril à la demeure. On estime que nous ne vivons pas une crise généralisée, n'est-ce pas, pouvant nous conduire forcément vers des assises nationales. Donc, nous avons des positions qui se contredisent, mais toujours est-il que nous avons des institutions qui sont connues, que nous connaissons, qui ont toujours organisé les élections et qui ont déjà commencé par engager l'exécution de leur agenda. Donc je pense que le processus va se poursuivre. Bon, nous avons aussi cette volonté du chef de l'État d'accompagner le comité de pilotage pour toiletter le fichier électoral, qui était un point d'achoppement, mais pour lequel on est en train de trouver une solution. Cela participe forcément de quelque chose. Cela peut permettre aux acteurs de l'opposition de se sentir encore plus à l'aise dans cette compétition électorale. Non, il y a d'un côté des gens qui pensent que tout a été verrouillé pour leur donner peu de chances de réussir. Et de l'autre côté, il y en a qui arguent que eh bien, tout est fait et ensemble avec tout le monde. Et donc, il n'y a plus de problème. Il faut évoluer pour aller jusqu'en 2026. Et c'est là tout le problème aujourd'hui. Même si nous avons des institutions assez fortes, au niveau des acteurs politiques, ça ne parle pas le même langage. Et de tous les temps, on a vu que pour des élections, il y a toujours ce genre de discours que l'on tient. D'un côté, on dit qu'on a favorisé, de l'autre aussi, sous Yahi Boni, on a entendu, et bien avant Yahi Boni, il y a toujours des points sur lesquels on ne s'accorde pas. Et je pense que ce discours-là va se tenir jusqu'à 2026 et même au-delà, parce qu'au Parlement, on voudra toujours revoir le code électoral, on voudra faire ci, on voudra faire ça. Alors, ce qui concerne les institutions, si nous devons respecter les tests, il n'y a pas normalement de crainte à avoir, parce que nous avons des tests qui régissent le fonctionnement et même l'opposition parle de tests chrysogènes. Oui, c'est ce que je dis. Eux, ils parlent de tests chrysogènes et de l'autre côté, on dit que tout est nickel et qu'il faut aller. Et donc, qu'ils tiennent des discours politiciens qui les arrangent. De l'autre côté, on dit non, c'est bon, c'est des tests que nous avons votés ensemble par un Parlement et donc qui représentent toute la nation, donc pas de problème. Mais au niveau des institutions, je pense qu'on doit demander aux acteurs qui sont là de pouvoir suivre les tests. Si c'est blanc qui a gagné les élections, qu'on ait le courage de dire que c'est blanc. Si c'est le parti jaune qui a gagné ou le parti violet qui a gagné, que les institutions aient la possibilité de dire selon les tests, voilà ce que nous voyons, selon des résultats, selon les statistiques, voilà ce que nous voyons. Mais si on doit donner des résultats à la tête du client ou par peur de ne pas léser tel ou tel ou par reconnaissance par exemple, je pense que ça va poser problème. Et c'est pourquoi les gens de tous les temps criaient que nous ayons des institutions fortes. Cela suppose que vous n'avez pas de pression outre mesure. Même si vous avez de pression, vous faites en sorte que le peu que nous avons, qui est l'image de notre pays, soit sauvegardé. Aucun président d'une cour constitutionnelle
aucun président d'une Sénat ne voudra qu'on cite son nom pour dire c'est vous qui avez donné des résultats et tronqués en son temps, c'est vous qui avez donné des résultats qui ne reflètent en rien l'aspiration des populations, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous avons les technologies ont tellement évolué qu'à la minute près, vous pouvez avoir les résultats dès que ça finit. Moi, je me rappelle pour les élections législatives, je crois, dernières, à Parakou, quand vous allez, vous avez vu, vous voyez tous les citoyens qui ont leur smartphone et qui font des captures. Donc, c'est impossible de truquer, en fait. On a de plus de pourvu qu'après, il n'y a pas de documents caducs. Hein. Sinon, oui, pour dire que... malgré les smartphones et les photos, on a vu qu'à une époque donnée ou à une étape de réclamation, on a trouvé des documents caducs. Ou mal signés, mal remplis, où on va dire qu'il y a eu des incidents mineurs dans telle zone qui ont entaché malheureusement les résultats produits dans les urnes. Je pense qu'il faut travailler à renforcer davantage l'image de nos institutions. Et ça, pour 2026, c'est un test grandeur nature pour nos institutions. Parce que c'est la première fois que nous organisons de telles élections d'une telle envergure. Il va falloir vraiment qu'on laisse les institutions jouer pleinement leur partition, qu'on puisse tester également leur capacité à pouvoir gérer de telles élections pour mieux se projeter dans l'avenir. Je pensais que les acteurs impliqués dans l'organisation pratique des élections jouent leur partition. Là, on a vu la CEDEAO où la dernière fois dans les locaux de la Sénat, ça devrait rassurer. Oui, vous savez, moi je pense que c'est des acteurs qui ont toujours joué un rôle dans un processus électoral d'une façon ou d'une autre. Je pense à M. Tiando qui a quand même organisé plusieurs élections avant de partir, un homme intègre qui a quand même toujours joué ce rôle efficace qu'on lui a reconnu pour le temps qu'il a passé là. Aujourd'hui, il a passé le témoin, c'est le même Sénat avec la direction générale des élections qui évolue aujourd'hui. Après, il reste des hommes, il reste des humains. Ils ont leur propre orientation. Tout ce que nous leur demandons, c'est que l'intérêt général soit l'objectif visé. Tout ce que nous leur demandons, c'est une certaine probité, justement, à faire le travail que la République leur a confié. Et c'est pas toujours facile, avouons-le, parce que vous avez des groupes de pression qui vont toujours chercher à créer de la zizanie dans un esprit sain de ces personnes. Donc, restons positifs que ces personnes ne succombent pas à ces groupes de pression au risque de mettre en péril le processus électoral ou notre vivre ensemble. Mais je sais qu'ils sont suffisamment conscients de l'enjeu que nous avons et que ce rôle d'équilibre, ce rôle qu'ils ont toujours joué en préservant la nation, en organisant des élections crédibles, ça va être toujours le cas. Maintenant, nous savons que dans un processus électoral, il n'y a jamais zéro erreur. On a toujours de ces erreurs, on a toujours de ces petits dysfonctionnements qui arrivent. Faisons en sorte que cela ne soit pas de nature à remettre en cause tout le processus, n'est-ce pas, ou à décribiliser tout le processus. Nous avons encore un système pas trop suffisamment informatisé où tout le mécanisme encore passe par le rôle que doit jouer chaque personne, chaque humain, n'est-ce pas, à chaque poste, dans toute la chaîne au niveau du processus. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de doute à avoir sur la sincérité des acteurs et sur le fait que ces acteurs, n'est-ce pas, la sincérité, mais la capacité, c'est aussi ça le problème. Capacité, justement, à nous organiser une très bonne élection. Moi, j'ai pas du doute parce que c'est pas la première fois que nous avons vu ces acteurs nous organiser les élections. Ils l'ont déjà fait et nous savons qu'ils l'ont toujours bien fait. Est-ce qu'on va pas avoir droit encore à des fautes mineures, majeures, qui vont compliquer la vie à des partis politiques, puis après des documents caducs, et après tout ça? Bon, c'est vrai que ceux qui ont déniché ces erreurs mineures, majeures et documents caducs sont toujours en scène. Bon, on peut espérer que cette fois-ci, ces adjectifs-là soient remplacés par des adjectifs qui nous unissent davantage, des adjectifs qui
qui enlève de notre tête des sentiments de doute que nous pouvons avoir sur le processus, sur le rôle qu'il doit jouer dans le processus. Je pense que pour ces élections, comme je l'ai dit, c'est un test. S'il y a des gens qui veulent que leur nom entre dans l'histoire de façon saine, je pense que ils doivent travailler à l'accomplir dans ce sens-là. Sinon, si on doit douter de ce qu'ils font déjà maintenant et avoir des réserves par rapport à ce qu'ils feront demain, je pense qu'il y a problème. Mais bon, après tout, je pense que la vie de ces institutions, comme je l'ai dit, est régie par des tests. Et si ces personnes-là veulent véritablement sortir haut les mains, comme on le dit, elles devraient s'accrocher à ces tests-là. Parce que si vous le faites demain, cela vous dédouanera, on va dire, pourquoi vous l'avez fait, quelles que soient les pressions, les menaces, c'est tout ce que vous allez avoir comme contrainte. J'ai fait mon travail selon les tests. Et quand on va sortir les tests, on va les lire. Vous serez votre rôle que vous avez joué doit être en concordance avec ces tests-là. C'est la seule façon de s'en sortir. Sinon, si on cherche à satisfaire des intérêts de X ou de Y, je pense que ça ne va pas nous rendre service. Nous n'avons qu'une seule nation, qu'un seul pays, le Bénin. On n'ira pas chercher une autre terre ailleurs pour vivre. Les autres ou des personnes qui se sont déplacées, allez voir ce qui se passe un peu dans la région de Goma et tout. Quand les conflits commencent, on ne fait plus la différence. Les gens ont dû fuir leur maison, tout ce qu'ils ont construit, bâti pendant plusieurs années, et aujourd'hui sont à la recherche de terre où juste manger, dormir en paix. On n'a pas besoin de cela pour le Bénin. Nous sommes en train de nous inscrire dans le concert des nations qui cherchent à se développer, qui se développent petitement. Si à cause d'une seule élection, pour satisfaire, disons, une partie des engagements au niveau de la nation, on doit mettre en péril tout le processus que nous avons entamé depuis 90 ou même avant, depuis 60. Je pense que ce serait vraiment dommage. Et nous devons tous y travailler. Et dans ce sens-là, je pense que on ne doit pas, la balance ne doit pas peser d'un côté ou de l'autre. Nous avons tous des rôles importants à jouer. Personne ne doit banaliser le rôle qu'il a joué, la partition qu'il a joué dans ce processus-là. Médias, société civile, même la CEDEAO qui s'est amenée. Si on doit... Si leurs communiqués peuvent nous faire du bien. Du bien, et ça doit d'ailleurs faire du bien. Oui. Pour qu'on n'assiste pas à des choses qui se sont produites, par exemple, avec le président Bissau guinéen, voilà, on doit pouvoir être conséquent dans tout ce que nous faisons. Je pense que nous devons avoir confiance à nos institutions. Parce que de la confiance que nous plaçons en elles... Nous faisons l'effort d'avoir confiance en elles. C'est elles qui ne font pas l'effort de nous rassurer. De la confiance que nous plaçons en elles, en retour, ces personnes qui animent ces institutions doivent savoir que nous avons un rôle important à jouer et il n'est pas de notre intérêt, n'est-ce pas, de jouer dans l'intérêt des individus pour mettre en péril, n'est-ce pas, tout ce que nous avions construit depuis 1990, voyez-vous. Et donc, c'est assez important que cette confiance soit mutuelle entre citoyens et institutions dans ce processus électoral, de sorte à mettre tous les acteurs à l'aise. Après, ils sont des porteurs de responsabilité. Et nous savons, dans un processus électoral, cette responsabilité, elle est énorme. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des groupes de pression qui voudraient bien que telle chose soit en leur faveur, tel détail leur soit retiré, ainsi de suite. Et c'est dans cela que, à ces personnes, il faut opposer, justement, ce que disent les tests. Il faut opposer, justement, à ces personnes ce que le législateur a mis, n'est-ce pas, dans nos tests électoraux pour pouvoir conduire ce processus jusqu'à terme. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout à l'heure le Bénin en 7 jours de Idriss Boubacar et puis la revue de presse. Moi, je vous souhaite une très bonne journée.